Alors bonjour une nouvelle fois les amis et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Voilà, c'est l'horizon de l'humanité. Alors, il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui on a fait toute une partie du chemin. Alors ce chemin, il n'a pas l'air d'un chemin tellement il est chaotique, tellement il semble irrationnel, il semble illogique, parce qu'il y a le mal, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la destruction, parce qu'il y a la haine entre les êtres humains, entre les communautés. Enfin, ça paraît vraiment, et parce que tout simplement, il y a l'ego, le narcissisme, la surdité à autrui, l'ignorance, la bêtise, voilà, toutes ces dimensions qui font qu'en réalité, euh, on, on a du mal à comprendre, à détecter le chemin s'il y a un chemin à l'humanité et quel chemin elle emprunte, vers où elle va. C'est très difficile. Alors, dans les périodes un peu de calme, peut-être, ou les périodes de grande euphorie, de créatrice, eh bien, des philosophes vont pouvoir s'intéresser, parce que, évidemment, il faut faire le lien avec le progrès. Le progrès technique, le progrès social, le progrès humain, c'est lui qui traîne l'humanité vers sa perfection. Et pourtant, c'est pas le progrès en lui-même qui a de la valeur, parce qu'il sera aboli quand on aura atteint, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, dans 5, 6, 10 siècles peut-être. Eh bien, le progrès, il aura pas d'intérêt, il n'aura servi que d'outil à atteindre cet état de perfection qui est un état extatique, qui est un état de conscience élevé. C'est le plus haut degré de l'esprit. C'est ça qu'on vise à atteindre. Le plus haut degré de l'esprit et du corps en réalité, parce que c'est une sensation, l'extase, c'est pas un terme, c'est un état physique qui est absolument inouï et que les hommes recherchent intuitivement. On cherche à atteindre cet état. Pourquoi? Parce que peut-être, je ne sais pas, c'est une interprétation, peut-être que c'est l'état que nous avions dans le liquide amniotique. C'est possible, c'est cet état de fusion, cet état de... Il y a quelque chose qui fait qu'on cherche à atteindre cet état. Et alors, on le cherche de façon... dans les façons qui sont abordables à l'homme constructeur que nous sommes. C'est-à-dire avec des produits annexes, l'alcool, les produits, les drogues, etc., ou les médicaments, pour atteindre cet état de zen qu'on cherche, un état un peu où on est en sérénité, où on n'a plus où la peur disparaît, c'est le cas souvent avec l'alcool, les angoisses disparaissent, voilà, on le cherche avec ces outils qui font du mal en réalité. Voilà, on finit par... C'est comme ça, c'est humain, hein, c'est-à-dire que si on cherche pas à atteindre l'état d'extase par les moyens qu'ont mis à notre disposition, qu'ont inventé les grands mystiques, du zen, du bouddhisme, du soufisme, etc., de toutes les grandes religions, elles ont imaginé, elles ont eu ces éclaireurs, elles ont eu ces expérimentateurs de l'extase. Simplement, pour atteindre cette extase par cette
cette voie spirituelle, eh ben, il faut se concentrer, c'est un effort surhumain, c'est pas un effort humain, c'est parce qu'il faut étouffer son ego, étouffer ses pulsions, étouffer ses désirs, étouffer ses envies, etc., pour atteindre cet état cet état de perfection. Cette difficulté me ramène à la lecture d'une petite nouvelle de Tolstoï. Tolstoï et une grande partie des écrivains russes sont tout simplement des génies, des génies de l'affectif, de la psychologie, c'est inouï. Et dans une de ces nouvelles, qui est sur le site mécaniqueuniverselle.net, sur le... je ne sais plus où je l'ai mis. Est-ce que je l'ai mis à la mort? Non, dans une autre partie, peut-être dans la partie qui est liée à l'extase. Donc, c'est quelqu'un qui veut un expérimentateur qui part dans l'ascétisme, qui va s'enfermer dans une grotte, etc., qui veut maîtriser à tout prix ses pulsions. Et en fait, il y reste des années, etc. Et il suffit qu'un petit groupe de jeunes viennent, de jeunes filles, je crois, je me souviens plus trop l'histoire, comment elle se réalise, mais elle m'avait, parce que je lis toujours en diagonale et je me souviens que de petites choses de ce que j'ai lu. C'est sans doute lié à l'autisme et à la dyslexie. Mais donc, voilà, il reste dans cette grotte, dans cet ascétisme absolu, et puis quelques jeunes vont le tenter pour jouer un petit peu, et en fait, ça le perturbe complètement. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement dur pour nous d'atteindre cet état. Voilà, c'est peut-être, il faudrait interroger des gens comme Mathieu Ricard, lui demander tout le travail qu'il y a eu pour atteindre un peu de sagesse, un peu de sérénité. Donc, c'est pas à la portée de l'individu ordinaire. Et c'est pas pour rien. C'est parce que dans cet état, il n'y a plus l'envie de construire, il n'y a plus l'envie de développer le progrès, de continuer à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire construire des systèmes pour être en communication, pour aller vers l'unité, pour aller vers l'unification. Tous les instruments qu'on construit, la plupart, c'est justement pour établir des communications entre l'humanité, pour tisser une sorte de réseau pour l'humanité future. Et donc, pour pouvoir construire cet état de perfection, il faut que nous soyons imparfaits, il faut que nous soyons prisonniers de nos égos, qui va faire que un Eiffel va vouloir faire un truc plus gros que les autres, plus fort que les autres, pour avoir de l'amour, en fait, pour ressentir de l'amour, parce qu'en fait c'est que ça, c'est que lié à nos sensations. Ce qu'il veut, c'est les honneurs, mais alors voilà, l'amour, pour lui, à ce moment-là, ça va être la reconnaissance, les honneurs, l'amour de sa femme qui va lui dire, mais tu as vu ce que tu fais, tu es un génie, mon amour, etc., etc. Donc c'est que des demandes d'amour qui sont indirectes, en fait, qui ne savent pas se demander de façon vraiment directe, parce que la demande de l'amour liée à l'extase, par exemple, c'est de l'amour qu'on se donne, c'est de l'auto-amour. C'est-à-dire que quand le sage atteint la sagesse absolue, il n'a plus besoin d'autrui pour ressentir de l'amour. C'est quelque chose qui émane de lui, qu'il reçoit de l'intérieur. Donc, c'est une sorte d'auto-jubilation. Et en fait, c'est ça que l'humanité cherche à atteindre, en somme. Alors, c'est cet orgueil, ce désir de domination, la jalousie, tous ces moteurs de créativité, eh ben, ils font partie avec les moteurs positifs aussi, l'envie de
de partager, l'envie de faire du bien à autrui, etc., etc. Tout ça, c'est des moteurs hein, qui sont là. Il y a dans la jeunesse qui travaille actuellement hein, pour l'humanité, il y en a qui inventent des choses inouïes en Afrique, pour leurs congénères, pour avoir de l'eau, pour avoir de la lumière, pour avoir... Bon, voilà, ça, c'est les choses directes de l'amour, en somme. Voilà, c'est un amour qui est beaucoup plus direct. Mais il y a aussi ceux qui vont chercher, qui vont piller l'Afrique, c'est aussi des demandes d'amour. C'est pareil, c'est juste parce qu'ils... Voilà, les Occidentaux qui vont piller ou qui vont faire la guerre, ce qu'ils veulent, c'est avoir, ressentir ce qu'ils ressentent quand les gens de leur congrès leur disent bravo, merci, on a, ou les vendeurs d'armes, ouais, c'est génial, bon, super. Voilà, ils ressentent ces sensations-là d'être les boss, quoi. Voilà. Alors ça, c'est le pire. C'est le pire niveau de l'amour. C'est parce que juste, ils peuvent pas, ils ont pas l'aptitude à pouvoir exprimer leur amour. C'est pour ça que on les voit pas se tomber dans les bras quand ils se rencontrent ou quoi que ce soit. Ils restent comme ça dans une sorte de dignité, de difficulté, même s'ils commencent un peu à vouloir se faire un peu comme ça, se toucher, etc., etc. Mais il y a un problème, quoi, à ce niveau, parce que ils sont liés à leur pulsion, c'est pas lié à l'amitié, l'amour, les choses comme ça. Et donc, voilà. Bon, je suis désolé, je dérive toujours un peu vers la politique, chose qui est absolument... qui n'a pas un grand intérêt parce que ça se bouleverse tout le temps. Bon, bref, voilà. Alors, l'humanité va donc, on construit cet état de perfection. Cet état de perfection, ben oui, le progrès aura servi à ça, c'est-à-dire, il aura servi à nous libérer des contraintes de la nature, des contraintes que nos cousins primates, ou nous, lorsque nous étions des primates, nous étions sous certaines contraintes. Il fallait qu'on passe du temps à chercher de la nourriture, qu'on passe du temps à se nourrir, qu'on passe du temps, qu'on soit sous les caprices du climat, etc., etc. Donc on était condamnés dans une zone géographique, il y avait tout un tas de choses qu'il fallait dépasser. Donc la technique nous libérera des contraintes de l'environnement. Alors pour l'instant, on le maltraite, l'environnement, mais on est parti maintenant, on a pris conscience qu'il faut passer sur un autre modèle. Et on est en train de passer sur un autre modèle. Sauf que ces passages, pour l'humanité, ils se font pas comme pour un individu. Nous, si voilà, j'arrête de boire, le lendemain, je bois plus. Voilà, ça peut aller très vite ou ça peut prendre une dizaine d'années pour changer des modèles. Une amie m'a dit hier, ou il y a quelques jours, qu'il fallait à peu près 30 jours pour changer une habitude. Voilà, par contre, pour changer l'habitude de l'humanité, il faut peut-être 3 décennies. Voilà, des choses comme ça. C'est à un autre niveau. Donc, voilà, ça c'est pour l'introduction à cette nouvelle vidéo que je vais faire, qui va concerner quelque chose que j'ai écouté cette nuit et qui m'a... Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment super intéressant. Alors ça, c'est peut-être l'émission de France Culture qui est complètement incroyable. C'est Avec philosophie de Géraldine Moulman. Et je pense que c'est de tout ce que j'ai écouté, il y en a eu plusieurs qui ont animé cette émission de philosophie, et je pense que c'est peut-être celle qui est la plus philosophe de tous ceux qui ont plongé qui ont animé cette émission-là.
pour moi, hein, parce qu'il y a vraiment une quête de comprendre et puis une aptitude peut-être à comprendre des choses spirituelles qui sont pas forcément qui sont justement c'est ce que je reprochais dans la vidéo précédente. Si vous allez dans la vidéo précédente, l'intervenant, je trouvais qu'il pouvait pas atteindre les grandes réflexions spirituelles. C'était la comparaison entre, il avait établi une comparaison entre Plotin et Proust, et au sujet de l'extase. Et c'est vraiment des choses différentes. Et l'extase, voilà, c'est là où on peut pas. Mais c'est compliqué, évidemment, quand on n'a pas fait l'expérience de l'extase, on peut l'assimiler à plein d'autres choses en réalité. Et c'est ça le problème, c'est ce qui fait qu'on ne comprend pas les mystiques. Parce qu'il faudrait faire l'expérience mystique pour pouvoir comprendre ce qu'ils disent et sortir de l'idée que c'est des délirants, que c'est des gourous, que c'est des abuseurs, ou je sais pas, enfin des gens qui cherchent à manipuler le monde. C'est autre chose, les grands mystiques. Voilà. Alors, donc là, cette émission qu'elle a, la semaine là, elle a mis en œuvre une série qui s'appelle La métaphysique est-elle un délire? Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est quand même, c'est vraiment. Alors, il y a plusieurs intervenants dans cette émission-là. Il y a Élie During, philosophe, maître de conférence à l'Université de Paris 10 Nanterre, Anna Longo, philosophe, directrice de programme au Collège international de philosophie, Pierre Cassou-Nogues, philosophe et mathématicien, auteur d'un essai sur la philosophie de Jean Cavaillés. Eh ben, on va y aller, mais alors c'est costaud, hein, parce que j'ai écouté ça cette nuit. Alors je l'ai écouté de façon, voilà, en somnolent, et ça fait que j'ai juste entendu des choses, mais même si je l'avais entendu de façon attentive, ça vole trop haut pour mon petit cerveau. C'est très compliqué. Il faut vraiment maîtriser les termes. Voilà, c'est du niveau de l'université de philosophie, quoi, hein, à ce degré-là. Mais c'est vraiment super intéressant. Donc je découvre en même temps et je commente éventuellement, ou je mets mon petit grain de sel là-dedans. Voilà, c'est un truc intéressant ça. Avant, il fallait rencontrer à tout prix, les philosophes devaient se rencontrer à travers des séminaires, des choses, etc. Et maintenant, ben oui, ça me manque de pas avoir leur retour. Évidemment, qu'ils puissent pas dire, qu'ils puissent dire, non mais là vous délirez là, monsieur Tonizzo, vous êtes à côté de vos pompes. Pardon. Donc ça manque évidemment, mais ben c'est un truc qui est, voilà, je me suis adapté au fait que je vis isolé et que je suis pas dans le je suis pas un universitaire et que le système ne peut pas prendre des gens pour l'instant. Il s'intéresse pas aux autodidactes qui sont pas dans le sérail, quoi. Il faut faire partie du sérail pour être entendu à ce niveau-là. Ou alors il faut faire assez de forcing, parce qu'ils m'interdiraient pas si je faisais le forcing pour rentrer dans le système, si j'allais à la fac, si j'essayais d'intervenir, de faire, il y aurait aucun problème. C'est moi qui me mets mes propres limites. Ma timidité empêche déjà cette partie-là. Je ne vais pas leur mettre la faute au système, pas du tout. Allons-y. France Culture. France Culture, avec philosophie,
Géraldine Mühlmann. Nouvelle série d'émissions cette semaine. Nous parlons de la métaphysique contemporaine en nous demandant s'il est encore possible de faire de la métaphysique en ce début de XXIe siècle. Un titre provocateur pour cette série serait « La métaphysique n'est-elle qu'un délire ?» On peut en effet se le demander après toutes les critiques que la métaphysique a reçues dans l'histoire de la philosophie. Nous allons d'ailleurs partir de là, dans ce premier épisode, de toutes ces critiques pour comprendre comment des philosophes aujourd'hui peuvent encore revendiquer le fait de faire de la métaphysique. La figure du philosophe du XVIIIe siècle Emmanuel Kant, peu après celle de David Hume, est particulièrement importante. En effet, Kant reconnaissait tout à fait que les humains ont un besoin métaphysique, un besoin de penser des choses qui dépassent ce monde, d'où ils viennent, si vraiment rien d'eux, de leur âme ne va leur survivre, s'il existe un Dieu et de quelle sorte, s'ils sont libres ou bien manipulés, notamment par cet éventuel Dieu, ce que veut dire être, et si le possible en un sens est, lui aussi, d'où viennent leurs idées du bien et du mal, et toutes les idées d'ailleurs que les humains utilisent dans leur raisonnement, etc. C'est irrépressible, l'homme est un être métaphysique. Mais un besoin ne crée pas un savoir. Dans son livre La critique de la raison pure, Kant affirme que la raison théorique, si elle veut établir du savoir, ne peut pas s'aventurer au-delà du cadre d'une expérience au moins possible. Au-delà, c'est le domaine de la foi, de certaines pensées aussi, mais pas du savoir. Les philosophes qui font aujourd'hui de la métaphysique conçoivent-ils leur activité comme la quête d'un savoir, ou considèrent-ils qu'ils s'évadent seulement en pensée, voire produisent des fictions, un peu comme les science-fictions des romanciers et des cinéastes? Je vais le leur demander. Alors voilà, tout est posé, le cadre. Évidemment, voilà. Il y a les deux choses. Il y a ceux qui pensent que la science peut répondre et doit s'occuper de tout, de tout ce qui est raisonnable, de tout ce que l'humain peut penser, produire, et que la philosophie doit suivre ce chemin de la science, c'est-à-dire ne pas sortir du cadre de ce qu'elle peut comprendre, de ce qu'elle peut toucher, de ce qu'elle peut voir, de ce qu'elle peut, dont elle peut vraiment rendre compte. Le divin, on ne peut pas rendre compte du divin. On peut croire, imaginer, on peut penser on peut dire que le divin est dans l'atome. C'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, que c'est les particules élémentaires immatérielles. Mais c'est à ce moment-là, c'est de l'ordre évidemment d'une sorte de croyance. Mais en même temps, pour revenir juste sur ce point-là, le fait que les particules élémentaires immatérielles, que les scientifiques décrètent qu'ils vont appeler ça le boson, le quarks, etc., etc., plutôt que d'appeler ça Dieu, oui, évidemment qu'il faut en fait, ils font de la créativité de la même manière, puisque tout ce qui a été construit, c'est des termes qu'on a créés, qu'on a imaginés. On a dit atome, c'est même si c'est Démocrite ou voilà des philosophes qui ont imaginé un terme, on prend ce terme et on l'utilise. Alors, il y a ces deux types de questions. Est-ce que, pour moi, la philosophie est contrainte de s'intéresser à la métaphysique? Tout simplement parce que elle est le lien entre le spirituel et le scientifique. Et donc, c'est elle qui doit faire ce lien-là entre les deux. Si elle passe du côté du matériel, c'est le problème de la société actuelle qui devient matérialiste et qui, en oubliant le spirituel,
elle se retrouve avec un état d'esprit complètement ingouvernable, un psychisme qui est dans la souffrance parce qu'il comprend pas, il peut pas. C'est d'ailleurs si le spirituel était si illogique, eh bien, l'humanité n'aurait aucun mal à passer à s'émanciper de l'idée de Dieu, de l'idée d'un divin, de quelque chose, d'un principe créateur. Elle aurait aucun mal. Mais s'il y a cette difficulté, même dans le monde ordinaire, même chez les scientifiques, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas pour rien, quoi, que c'est là. Alors en tout cas, pour moi, on ne peut pas rendre compte de la réalité par la réalité. Elle suffit pas, tout simplement parce que la matière, à un certain degré, n'existe plus. Donc, dans cette partie où elle n'existe plus, où la matière n'a plus pas existé, pour l'instant, au niveau des lois, de nos lois, et les lois sont quelque chose qui évolue. Ce qu'on pense scientifiquement aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que pensaient les scientifiques du XIIIe siècle. Et pas plus que, etc., etc. On peut remonter. Donc, la science, elle évolue. Et donc, cette évolution fait que rien n'est stable. C'est pas stable. C'est pas. Si ce qu'on a découvert aujourd'hui au niveau scientifique, c'était valable dans 500 ans, bon ben, bien sûr qu'il y aurait, on peut s'établir, ça serait solide, ça serait des bases solides. Mais c'est pas le cas. Dans 500 ans, on sera sans doute à un autre niveau de la science. Voilà. Alors pour cette vidéo, je vais arrêter là. C'est l'introduction. Et donc, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, à cette réflexion sur l'évolution de l'humanité, cette réflexion sur la métaphysique, là, entre autres, parce que c'est la semaine qui est consacrée à ça sur l'émission avec philosophie. Vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez participer à l'émergence de cette théorie. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'essaye de démontrer de façon rationnelle qu'il y a du divin, que l'humanité a un sens, qu'elle a une finalité. Et effectivement, normalement, la science n'a pas à s'occuper de où va l'humanité, puisque ça, c'est quasiment... on ne peut pas établir de certitude. On ne peut pas dire que dans 300 ans, l'humanité sera encore debout ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui peut le démontrer. On peut s'occuper que de l'instant. Mais alors, ça veut dire qu'on ne peut pas s'occuper non plus de tout de suite derrière nous, du futur qu'on ne connaît pas. De demain, c'est improbable. Donc, c'est compliqué d'écarter je trouve que ça a été écarté un peu à la légère, la métaphysique. Voilà ce que je veux dire sur ça. À mon sens. Mais non, mais c'est jamais à la légère, parce que si les choses se font, c'est qu'elles devaient se faire comme ça. Voilà. Il y a aussi un petit truc maintenant, un appel aux dons. Voilà, il faut que je le signale, c'est tout. Et ben, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre présence et des échanges qu'on a un peu par courriel. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.